J'ai déjà embauché de la diversité, mais ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai plus vraiment envie de m'aventurer. C'est fou, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on assimile la diversité à une compétence et un talent. Et c'est ce qui me gêne le plus finalement, parce que c'est à partir du talent et de la compétence qu'on doit juger les gens et pas en fonction de leur origine. Donc c'est une phrase qui n'a pas de sens à mes yeux et qui devient difficile à partir du moment où on a ces préceptes-là. Bah, c'est sûr qu'on ne s'appuie pas sur la compétence et là il y a un gros problème, c'est sûr. J'ai déjà embauché des Africains, mais ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai plus vraiment envie de m'aventurer. Parce que tous les Africains sont les mêmes apparemment. Je dirais que les gens ils aperçoivent que les Africains sont tous les mêmes. L'Afrique c'est un pays en fait selon plusieurs genres. Et il n'y a pas de diversité d'opinion qui est très faux. Il y a un chiffre qui est intéressant qui provient de notre rapport Travailleurs sans frontières qu'on a publié le mois passé, c'est 70 %. Donc, 70 % des immigrants que l'employeur embauche se retrouvent déjà au Québec. Donc, il y a déjà une bonne expérience de travail, parlent le français et est prêt à travailler. Donc, c'est quand même assez frappant quand on pense au fait que la diversité se retrouve déjà ici au Québec et qu'elle n'est pas nécessairement à venir. Donc, il faudrait se concentrer sur déjà qu'est-ce qui se fait ici. Donc, je suis arrivée à Montréal, ça fait 18 ans. Et maintenant, je travaille à Philips Lifeline en tant que superviseur et project manager. J'ai fait mes études en sciences politiques et j'ai commencé à Philips en tant que travail d'été. Et j'ai eu un gestionnaire qui m'a donné une chance. Il m'a donné plusieurs petites responsabilités au fur et à mesure. Et ça fait 15 ans que je suis avec la compagnie. Et de ce travail d'été, je suis arrivée à être superviseur aujourd'hui. C'est sûr que l'héritage culturel que j'ai eu de mes parents, donc élevé à la marocaine, donc c'est sûr que ça m'aide beaucoup dans l'approche avec d'autres personnes maghrébins, africains, issus de différentes communautés culturelles parce qu'en fait, on a passé à peu près tous les mêmes étapes dans l'intégration, dans les soucis de comment les enfants vont garder la culture, mais aussi s'intégrer dans la société d'accueil. Donc c'est là où je peux vraiment, je fais beaucoup de liens, puis c'est un atout que mes collègues blancs, francophones, etc., qui ne peuvent pas voir nécessairement et le ressentir, d'avoir cette empathie-là. Les entreprises qu'on représente nous soulignent souvent leur besoin d'avoir une capacité d'attraction, de rétention et d'intégration. Ce sont des aspects importants qui doivent être abordés à différents moments. Les entrepreneurs, que ce soit une PME, un commerce ou une grande industrie, ont souvent des problématiques semblables lorsque vient le temps justement d'adresser la question de diversité et d'inclusion au niveau de leur talent. L'accès au talent, c'est une chose. On a des programmes qui permettent justement l'accès à des talents de très haut niveau et on constate qu'il y en a effectivement. Mais lorsque vient le temps d'intégrer le talent, parfois il peut y avoir des difficultés, puis le problème survient surtout pour la PME parce qu'elles n'ont pas de département ressources humaines. Et donc, elles doivent tenter de trouver par elles-mêmes, avant même de devoir chercher à l'extérieur comment solutionner leurs problématiques ou de faire appel à une expertise. Donc, la PME n'a pas des expertises à l'interne. La plus grande entreprise va avoir des départements de ressources humaines, mais va quand même avoir des problématiques à toutes sortes de niveaux. Je donne l'exemple de la francisation de l'entreprise. Alors, la question de français, on dit, mais pourtant, quelqu'un qui vient de l'Afrique a une notion et parle le français. Toutefois, il va avoir un accent parfois et on a vécu justement ces questions-là où les accents
et faisait en sorte que la compréhension et le dialogue pouvaient parfois être compliqués. Et donc, c'était comment surmonter, c'est de trouver des façons naturelles et ouvertes de pouvoir demander à la personne « Est-ce que tu es capable de répéter, s'il te plaît? Je veux vraiment le comprendre. » Et on s'est rendu compte que ça a permis autour des lunchs, parfois, d'avoir des discussions sur pas rien qu'un dialogue, mais de découvrir l'autre personne via des mots et des dialectes et de commencer à utiliser les mots dans le contexte du travail également, alors pour alléger un petit peu. Mais les soucis des entreprises, au niveau de la francisation en entreprise, de pouvoir attirer mais de maintenir la capacité d'accueil et d'intégration demeurent des soucis constants. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des programmes et d'avoir accès justement à des organismes qui sont en mesure de pouvoir appuyer ces entreprises-là. Un autre des aspects, je dirais, en termes des ressources humaines, c'est de s'assurer de la diversité des CV qui sont reçus. Tu ne peux pas t'assurer, tu recrutes tout le temps pour l'excellence, ça je suis d'accord avec toi. Pour avoir parlé à beaucoup des femmes et des gens, des Noirs à ce niveau-là, elles et ils ne veulent pas sentir qu'ils sont recrutés parce qu'ils sont noirs ou parce elles sont une femme. Elles ne veulent pas ça, elles non plus. Elles ne veulent pas être recrutées par pitié. Par contre, assure-toi que la diversité des talents, des CV qui sont présentés, l'est. Et ça, c'est ton travail à toi en tant que RH. Et ça nous est déjà arrivé aussi dans le recrutement de delay. Et j'ai dit ça à mon équipe, ils n'étaient pas contents parce que ça nous a posé vraiment plein de problèmes en termes de planification. Mais je leur ai dit, écoute, moi, je ne vais pas passer d'entrevue jusqu'au moment où il y a une diversité dans nos CV. Donc les premiers CV qu'on a reçus, c'était souvent des hommes, garçons, blancs qui ont appliqué. Je leur ai dit non, on va continuer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé ce message-là de la diversité dans les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde qui a relayé ce message. Et en quelques semaines, donc on a reporté à peu près d'un mois nos entrevues, mais en moins d'un mois, on a eu un bon équilibre de diversité de CV parce que les gens se sont sentis touchés par cette action-là de dire « moi, je ne passe pas les entrevues tant et si bien que le pool de CV que j'ai n'est pas diversifié ». Je dirais que le principal ennemi des programmes de gestion de la diversité, c'est de considérer une activité à la fois ou une mesure à la fois. Par exemple, faire juste de la formation, c'est bien, mais c'est certainement pas assez. Faire de la formation sur les biais qui s'adressent juste aux individus, encore une fois, c'est une bonne chose de le faire, c'est une sensibilisation. Mais s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de mesure, si on n'évalue pas, s'il n'y a pas un plan d'action qui est beaucoup plus cohérent, ça ne fonctionne pas. La même chose, il faut regarder les systèmes. Même des pratiques qui paraissent à première vue non discriminatoires peuvent l'être parce qu'elles utilisent des critères qui font des différences qui ne sont pas fondées. La même chose sur des questions de recrutement. Donc, penser que juste en recrutant, puis faisant un effort pour recruter des profils diversifiés, ne peut pas être suffisant pour atteindre des objectifs en termes, encore une fois, de sous-représentation.